un sujet encore chaud, puisqu'on va parler des produits phytopharmaceutiques. Il aura fallu 30 ans pour reconnaître les effets nocifs de ces produits sur l'environnement, des produits représentant le progrès technique, à une époque que les instances responsables avaient homologué, promu auprès du grand public, conseillé aux agriculteurs. Voilà, 90, première prise de conscience, beaucoup de travaux. Aujourd'hui, on a énormément avancé avec des progrès chiffrés, quantifiables. Donc, pour parler éco-phyto et produits phytopharmaceutiques, peut-être qu'un jour on n'en parlera plus d'ailleurs. Pour le moment, on en parle encore avec donc André Bernard, président de la Chambre d'agriculture de Vaucluse, qui nous rejoint aujourd'hui, qui était là hier. Merci André. Merci. Marie-Thérèse Arnaud, qui est donc animatrice régionale du plan Écophyto à la Chambre régionale d'agriculture. Frédéric Macaire, qui est chef de projet Écophyto à la DRAF. Et donc Gérard Roche, l'homme passionné, élu de la Chambre régionale d'agriculture, qui a fait de ce sujet l'un de ses étendards. Si on peut dire ça, on verra. Alors peut-être André, deux mots pour nous recontextualiser cette question effectivement des produits phytopharmaceutiques, un tout petit peu d'historique et puis de nous dire où on en est. Oui, alors je crois qu'il faut remonter à la période juste après l'après-guerre, dans les débuts des années 50, où effectivement il y avait un défi rapide, c'était de produire assez pour nourrir tout le monde. Et la technologie à l'époque est arrivée avec des produits phyto. Ça a permis de rapidement obtenir des rendements en évolution positive, des produits de qualité. Bon, en même temps, on a commencé à faire quelques analyses. Et puis, au fil du temps, on s'est rendu compte que, comme sur ce sujet comme d'autres, on avait commis des erreurs et qu'il fallait corriger la trajectoire. Et depuis maintenant une trentaine d'années, le monde agricole, les organisations agricoles, les interprofessions, les instituts, les chambres d'agriculture, on travaille avec les services de l'État. On a commencé à travailler, à voir comment on pouvait améliorer les choses. Effectivement, la prise de conscience s'est révélée de plus en plus forte. Puis il y a eu le premier plan éco-phyto en 88, si je ne me trompe pas, par là autour. Et 2008, pardon. Non, mais j'ai un peu de problème de mémoire. 2008, et avec des objectifs de réduction chiffrés. Bon, c'est bien de chiffrer, mais encore faut-il avoir les moyens. Alors, on a renforcé les travaux de recherche et d'expérimentation. Au passage, on a mis une taxe sur les produits phyto que les agriculteurs paient, qui sert aussi à financer ces travaux-là, toute cette politique d'information, de communication, de recherche. Les chambres d'agriculture sont partie prenante à fond de ce projet-là. Il s'avère qu'aujourd'hui, les agriculteurs ont des informations à travers le bulletin Écophyto, le BSV. On a des travaux qui sont menés dans les stations expérimentales, dans les instituts, sur le terrain, et de l'information auprès des agriculteurs pour aller vers des techniques en utilisant moins de phyto et en démontrant les risques qu'il y a. Progressivement, les choses avancent, mais je rappelle qu'il faut quand même un peu de temps et que ce n'est pas en claquant des doigts du jour au lendemain qu'on peut inverser la tendance. Je fais souvent ce parallèle-là. Moi, quand j'étais enfant, on regardait les voitures, et quand on regardait la voiture, quand j'avais une dizaine d'années, qu'est-ce qu'on allait voir? On allait voir la vitesse à laquelle la voiture pouvait rouler. Et aujourd'hui, quand on achète une voiture, on achète pour un service et surtout combien elle émet de gaz carbonique au kilomètre. Donc effectivement, les préoccupations d'un utilisateur de voiture ont changé. Le citoyen que nous sommes a changé par rapport à l'attente, par rapport à l'alimentation. Et nous, les agriculteurs et le monde agricole, nous devons changer et nous changeons nos pratiques pour répondre à ces attentes-là. Maintenant, ce qui est quelquefois un peu grave, qui nous blesse le monde agricole, c'est le diktat de certaines personnes qui n'ont pas forcément jamais mis les pieds dans un champ ou dans une ferme et qui voudraient nous imposer des méthodes qu'ils ne sont même pas capables d'appliquer chez eux. Parce que je rappelle quand même qu'il y a encore beaucoup de produits domestiques qui contiennent des substances autant dangereuses que les phytos. Oui. Alors c'est facile de jeter l'anathème sur le monde agricole. Donc nous, on veut travailler, on veut montrer ce qu'on fait. On est engagé, on paie, on finance et on avance. Il faut qu'aussi qu'en face, on nous comprenne et nous attende. Oui, merci André. C'est vrai que donc aujourd'hui, on cherche, on essaye de comprendre, on analyse. Le monde agricole est vraiment en action sur ce sujet-là. On ne peut pas dire que vous êtes dans une posture passive, bien au contraire. On a eu un premier plan Écophyto, donc un qui a démarré en 2008. Aujourd'hui, on en est au plan Écophyto 2. Frédéric Macaire, qu'est-ce qu'on fait de ce plan Écophyto 2? On en est où? Alors,
il est difficile de dire 1, 2. On est toujours dans la continuité du plan Ecophyto qui effectivement a été lancé au niveau national en 2008 et monté en puissance et vraiment opérationnel en PACA depuis 2010. On a mis en place des outils structurants, les fondements de base. On a réorganisé la surveillance des bioagresseurs par le réseau d'épidémiosurveillance pour savoir connaître, évaluer le risque et permettre de traiter au plus juste, au meilleur moment et seulement si c'est nécessaire. Ça, c'est le premier point. Donc, on a un réseau de bulletins de santé du végétal les 11 éditions de bulletins de santé du végétal rendent compte de cette évaluation du risque et sont un outil d'aide à la décision qui est gratuit et mis à disposition des agriculteurs de l'ensemble des filières. Et vous avez de plus en plus d'abonnés à ce bulletin. Donc, il y a quand même des indicateurs d'intérêt du monde agricole pour cette information. Au démarrage, on avait surtout des abonnés qui étaient des conseillers, des techniciens, des organismes professionnels agricoles. Et on a de plus en plus, et c'est un souhait, d'agriculteurs. Parce que c'est bien eux qui sont responsables au final de la décision de la gestion des cultures et des bioagresseurs. Le deuxième dispositif qui a été mis en place, c'est les réseaux de fermes pilotes, les réseaux de fermes défis. Donc aujourd'hui, on a 16 réseaux qui marchent très bien, qui ont des résultats très intéressants et qu'on peut permettre de diffuser. Ce matin, on avait justement une table ronde qui rendait compte des travaux des réseaux de fermes sur les couverts végétaux. Et puis à côté de ça, il y a maintenant de nouveaux groupes de fermes qui sont adossés. Ce sont les groupes de fermes qu'on appelle 30 000 parce qu'au niveau national, on attend 30 000 exploitations engagées dans ces groupes-là. On en est à combien ? Là, au niveau national, je ne sais pas. En PACA, pour le moment, on n'a que 6 groupes, mais c'est le début. Voilà. Il y a un appel à candidature qui est en cours, d'ailleurs. Et puis, le troisième dispositif structurant, c'est les formations obligatoires. Les formations obligatoires, c'était le seul volet réglementaire au départ d'Ecophyto. Formation obligatoire, une formation de 2 à 3 jours, sanctionnée par un certificat, le Certifito, obligatoire pour l'ensemble des professionnels utilisateurs, conseillers, distributeurs de produits phytopharmaceutiques, qui ont permis une prise de conscience générale de la dangerosité des produits, des précautions à prendre, etc. Voilà, donc aujourd'hui, les outils sont en place. On commence à avoir des résultats qui sont intéressants. Donc quand on regarde l'évolution des ventes de produits phytopharmaceutiques dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les ventes de produits hors biocontrôle sont en diminution de 14% pour les fongicides, 12% pour les insecticides et 7% pour les herbicides. Donc on n'est pas encore au résultat attendu d'Ecophyto de 50%, mais la tendance montre qu'on est déjà bien en marche et qu'on a déjà réussi en fait à être dans la transition agroécologique tant attendue. Donc vous confirmez clairement qu'aujourd'hui on est sur une dynamique de réduction des produits phytopharmaceutiques. Oui, tout à fait, qui se voit sur le terrain à l'œil nu. Le changement des pratiques se voit à l'œil nu sur le terrain. Alors à l'œil nu, ça veut dire quoi ? On voit quoi sur le terrain ? Eh bien, on voit des couverts végétaux, ce qui change. On voit des filets de plus en plus. Voilà ce qu'on voit déjà à l'œil nu, simplement en se promenant, en regardant le paysage. Marie-Thérèse, vous êtes au plus près, vous, des producteurs, puisque vous êtes donc en charge de ce dossier pour la Chambre régionale d'agriculture. Comment vous travaillez au quotidien avec les exploitants ? Votre mission, c'est celle de diffuser l'information ? Alors, moi, ma mission, c'est d'animer déjà le plan, c'est-à-dire je travaille avec Frédéric pour appliquer donc, tous ces outils et transférer tous ces outils qu'elle vient de décrire. Donc j'anime les ingénieurs réseau qui accompagnent les agriculteurs dans les groupes défis. Donc ces ingénieurs réseau ont un cahier des charges à suivre. Donc ils accompagnent les agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils les aident, ils font des diagnostics, ils les aident à changer de pratique, c'est-à-dire qu'ils mettent à leur disposition les pratiques alternatives qu'on connaît. Certaines avaient été mises au point d'ailleurs dans les filières expérimentales avant le plan Ecophyto. Ceci dit, les pratiques alternatives, même qui fonctionnent, ne suffisent pas à elles seules à changer un système d'exploitation, puisque là, il faut bien comprendre qu'on n'est plus dans le système de grand-papa. Il n'est pas question de revenir à 1850, comme certains l'imaginent. On est dans un nouveau contexte, avec des nouveaux marchés, avec des nouvelles méthodes, avec des nouveaux ravageurs. Donc ça veut dire qu'il faut puiser parmi ces solutions alternatives, en faire une combinaison qui s'adapte à chaque exploitation. Donc ça veut dire des itinéraires techniques nouveaux que chaque exploitant doit mettre en place.
On n'est plus du tout dans le conseil universel et descendant qui disait en Vaucluse, pour une culture, pour des grandes cultures ou pour la tomate, on va traiter le 15 janvier, le 10 février, etc. En préventif pour être tranquille et avoir sa production. C'est plus du tout ça. C'est-à-dire que l'agriculteur a bien repris son rôle de chef d'entreprise et c'est à lui de s'adapter, d'adapter son exploitation à son territoire, à son contexte géographique, mais économique aussi, en fonction du marché qu'il a, et d'essayer de changer ses pratiques pour arriver au même résultat économique, si possible, ou mieux même si c'est possible. Voilà. Et donc l'ingénieur réseau est là pour l'aider, pour lui mettre à disposition ces résultats qui sont produits en permanence, parce que là on avance en marchant, donc on a énormément de production, de résultats, d'expérimentation, puisque comme l'a dit Frédéric, ce qui est très important dans ce plan, et moi c'est la première fois que je vois ça en France, c'est cette mise en relation de tous les organismes qui travaillent pour la réduction des phytos, de la recherche, de l'expérimentation, du développement, de la formation, jusqu'au lycée agricole. Bon, là, il nous manque un peu l'aval. Je pense que maintenant qu'on a un peu des résultats, on va y travailler. Parce que là aussi, tout le monde a sa responsabilité. Quand vous dites l'aval, vous pensez aux distributeurs? Je pense aux distributeurs, je pense aux citoyens aussi, qu'on commence un petit peu à sensibiliser, puisqu'on a développé un outil de communication qui est le réseau Éco-Phyto, comme les Éco-Phyto en PACA, pour mettre à disposition de tous les citoyens les résultats du plan en PACA. Donc il y a vraiment une diffusion, c'est de l'argent public, donc on met en ligne les résultats. Mais je veux dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on change tout un système, oui, et à toutes les échelles. Donc ce n'est pas uniquement je mets en place une pratique alternative, donc c'est pas simple. Et ça a été testé en vraie grandeur par les fermes des filles des agriculteurs qui se sont engagés là-dedans, et maintenant qui peuvent diffuser vers leurs pairs, parce que finalement les groupes 30 000, c'est ça, on va reproduire entre guillemets des choses qui fonctionnent, parce que les agriculteurs s'engageront s'ils sont sûrs de ne pas perdre, de pas faire faillite non plus, quoi. On est donc sur des fermes pilotes qui vont mettre en application les résultats de la recherche. Effectivement, la question de certes, on peut réduire les produits phytopharmaceutiques, mais qu'est-ce qu'on propose aux agriculteurs? Quelles alternatives s'offrent à eux? Gérard, vous vouliez évoquer justement un peu cette question de la recherche. Ça fait un certain nombre d'années qu'on y travaille. On a des pistes qui sont plutôt encourageantes. Oui, Légumes de France qui sentait venir cette problématique, les gens qui cultivent sous les serres avaient déjà largement avancé avec la production biologique intégrée, avec leur sol et tout. Légumes de France est allé chercher l'INRA, est allé chercher le CETIFL. C'était en 2007 et on a créé le premier gîte scientifique PICLEG. C'est-à-dire qu'on avait l'intention d'expérimenter des méthodes alternatives, d'expérimenter des nouvelles techniques pour après les diffuser au niveau des fermes, les diffuser avec les chambres d'agriculture, les diffuser et les expérimenter. Parce que un agriculteur ne peut pas se lancer dans une technique alternative si elle n'a pas été au moins vérifiée et si les résultats économiques, parce qu'il faut quand même toujours parler des résultats économiques derrière. Un agriculteur, ça ne vit pas que de subventions. Ça ne vit un producteur maraîcher, ça ne vit surtout pas de subventions. Ça vit que du marché. Donc il faut garder une compétitivité, garder une productivité. Et par contre, il faut avancer dans des méthodes alternatives parce que sociétalement parlant, on nous le demande et nous sommes entièrement d'accord d'avancer. Le tout chimique, il y a 40 ans, dans les serres à Berre, le tout chimique allait dans le mur. Ils ont vu un chercheur de l'INRA, M. Lyon, il a dit comment on fait. Et ce gars a amené et des prédateurs de mineuses et des prédateurs d'émeraudes. Et j'aime autant vous dire que les premières fois, on les prenait pour des fous. Mais quand ils ont vu que ça a marché et quand tout le monde a adopté ça, à Berre, il y a une rue Robert-Lyon. C'est-à-dire que les serristes avaient compris que le tout chimique, à un moment donné, ils n'y arriveraient plus. Et il faut comprendre en plein champ que le tout chimique, mais c'est fini. Mais ça demande de la mutation, ça demande de la diffusion, ça demande de l'expertise, de l'expérimentation. Et ce qu'on peut regretter, c'est au moment où, de toute façon, on a de plus en plus besoin d'expérimentation, ben, l'État coupe les crédits, ne consacre pas toute la REPD à l'expérimentation et à la diffusion. On pense que là, l'État
joue un peu aux apprentis sorciers, veut nous faire faire des choses, mais nous n'en avons pas les moyens. Et c'est ce que nous voulons dénoncer. Quand il a fallu Je créer regarde Frédéric parce que je me dis, bon, l'État, quand il a fallu créer le BSV, on a dit, en PACA, on a dit, OK, le BSV, c'est très important. Et on s'est tous retréché les manches. Naturellement, il y a des filières comme les olives, ils avaient des bulletins d'alerte. Mais en légumes, il n'y avait rien. On a démarré d'une page blanche. Gérard, je sais que vous êtes un homme passionné, mais quand même, soyons réalistes. Il y a un certain nombre, il y a un budget sur Ecofito. On a des moyens. Aujourd'hui, les fermes défis, celles qui vont prendre des risques pour des fermes pilotes, elles vont être accompagnées, je suppose, quand même. On les jette pas en pâture comme ça à l'expérimentation. Le budget, il est en recettes liées à la redevance pollution diffuse que payent les agriculteurs français. Voilà. Il n'y a que les agriculteurs français qui payent 135 millions de redevances pour la pollution diffuse. Une partie de cet argent nous revient pour mener ces actions-là. Une partie sert à financer autre chose. Je rappelle quand même que l'agriculture finance aussi un fonds de développement qui est le CASDAR, la contribution qui est aussi assise sur le chiffre d'affaires, qui est de 138 millions. Mais au moment où ces enjeux d'adaptation au changement climatique ou à l'attente de la société sont très forts, on a un recul de l'État et on vient même prélever dans ces fonds-là pour mener une politique autre. Nous, c'est ce qu'on dénonce. Nous, on est prêts à travailler, on travaille, on l'a démontré. Il ne faut pas oublier non plus qu'au-delà de ces fonds-là, il y a les engagements des agriculteurs à travers leur filière, des contributions directes pour financer tous ces travaux-là. Donc il y a une volonté forte de la part de la profession agricole de répondre aux attentes des consommateurs et de la société, mais il faudrait qu'on ait un signe un peu plus fort, je m'excuse de m'adresser à vous, de la part de l'État pour nous accompagner dans ce sens-là. Si c'est une priorité, il faut y consacrer des moyens. C'est une priorité. C'est comme le changement climatique, la sécurisation de l'eau sur les territoires, c'est une priorité. Et aujourd'hui, l'État n'est pas au rendez-vous alors qu'il y a un défi majeur à relever. Et il faudrait que l'État mette de l'argent de la société. On travaille sur des fonds professionnels et c'est très bien. On y consacre. Malheureusement, il y en a qui s'échappent, mais l'État ne consacre pas des fonds venus de la société civile pour aller dans ces expérimentations. Et c'est ça qui est grave. La société civile demande une mutation culturelle, mais l'État et son argent ne veut pas, nous accorde rien. Et c'est Frédéric, on est désolé. Madame Macaire, parce que c'est pas elle qui fait la politique nationale, mais il y a quand même un vrai problème. Non, mais quand même, Madame Macaire peut répondre peut-être. Apporter des éléments, en tout cas de connaissances. Donc effectivement, le plan Ecofito est financé sur une part de la redevance sur les pollutions diffuses. Donc 41 millions d'euros qui étaient dans le plan Ecofito 1. Ecofito 2, il y a 30 millions d'euros supplémentaires parce que l'assiette de redevance sur les pollutions diffuses a été étendue, c'est-à-dire qu'en fait la taxe, elle est en fonction des phrases de risque sur les produits et les plages de phrases de risque ont été étendues, donc du coup la redevance est étendue. Voilà. Nous en région PACA, c'est sur ces 30 millions d'euros, la répartition se fait entre les régions en fonction des ventes des produits. Comme nous, on vend moins qu'ailleurs, on a déjà une petite portion. Alors, ça, c'est déjà... Si on est bon élève, on est puni, on a moins de sous. C'est la rançon du succès. Logique, et là, effectivement, ce que M. Bernard évoque, c'est qu'aujourd'hui, sur ce budget global de 71 millions d'euros, il y a eu 4 millions d'euros qui sont orientés vers la recherche. Et parce qu'aujourd'hui, dans le plan Ecofito 2+, qui s'annonce, on a un copilotage interministériel. Donc historiquement, il y avait le ministère de l'Agriculture et le ministère en charge de l'Environnement. Oui. Mais maintenant, on a le ministère en charge de la Recherche et le ministère de la Santé. Et eux attendent des résultats, des résultats de recherche sur ces aspects-là. Donc voilà, donc il y a eu des arbitrages. Comme ils attendent, ils vont nous donner plus de moyens ? Pardon ? Comme ils attendent des résultats, ça veut dire qu'ils vont nous donner aussi moyens? Non, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris 4 millions d'euros sur les actions structurantes et notamment le réseau d'épidémiosurveillance pour le bulletin de santé du végétal pour financer cette recherche-là, pour répondre aux attentes de ces ministères-là. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a ce mécontentement qui est exprimé. Voilà. Mais pour ce qui concerne les réseaux de fermes défis, le budget n'est pas impacté. Hein, pour le moment, c'est l'animation nationale et c'est le bulletin de santé du végétal. Effectivement, Marie-Thérèse l'évoquait, c'est très important, c'est qu'aujourd'hui, le changement de pratique,
nécessite des résultats de la recherche, parce que pour le moment, il y a des impasses sur certains sujets. Ensuite, il faut que ça soit expérimenté dans les stations expérimentales qu'on a dans la région. Donc, notamment, par exemple, la Prelle, la Pugelle, voilà, les stations de la région. Et ensuite, c'est pris en main par les agriculteurs, alors des groupes pilotes. Et cette prise en main fonctionne parce que c'est dans une démarche collective. L'agriculteur n'est pas seul, isolé, à prendre ce risque, parce que c'est une prise de risque de changer de pratique, mais en échangeant avec ses pairs. Et ensuite, comme disait Marie-Thérèse, ce n'est pas une technique. C'est un ensemble de systèmes. Ouais. C'est la combinaison de systèmes, de techniques, de changements qui font le succès. Et cette évolution, eh ben, ça se fait en réfléchissant, en discutant avec les autres dans une démarche collective. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on privilégie ces démarches collectives qui nécessitent, pour que ça fonctionne, une animation. Voilà, qui a besoin d'être financée. Donc on l'aura compris, il y a beaucoup de bonne volonté, mais pas suffisamment de moyens. Quand même, ce système de on nous punit quand on vend moins de produits, c'est à revoir. Ça ne me paraît pas très logique. Je pense qu'on mérite une récompense, n'est-ce pas, Gérard? C'est exactement les fameux CEPP. Les fameux CEPP où on nous a vendu des CEPP comme les certificats d'économie d'énergie qui profitaient aux producteurs. Là, on est en train de nous vendre des CEPP. Et à qui ça profite? Ça profite aux distributeurs et il n'y a rien pour les producteurs. C'est un vrai scandale. Là aussi, c'est un vrai scandale. Le montage des CEPP, comme il a été fait, c'est un scandale. Comme la suppression d'argent pour l'expérimentation. Parce que si nous n'avons pas d'expérimentation, nous n'aurons pas de développement. Que vous le vouliez ou non, ça passe comme ça. Et là, l'État est en train de vouloir nous faire tirer une charrette, mais ne pas... Alors, voilà, ils veulent nous faire tirer une charrette parce qu'ils trouvent qu'on est des ânes, alors qu'on devrait avoir une charrette motorisée, que ce soit eux qui mettent la gasoline dedans. Électrique. Voilà. Ben, merci à vous. Donc, comme vous le voyez, ce sujet est effectivement toujours très compliqué. Le monde agricole a été très sollicité. Il est véritablement appliqué. Voilà, si on pouvait avoir un peu pour travailler sur ces sujets qui sont effectivement une priorité pour l'ensemble de la société et pas uniquement pour les agriculteurs qui ont été les premiers concernés, mais aussi les premiers touchés. À bientôt. Merci à vous. Une promo pour le stand. Ah, une promo pour le stand, me dit Frédéric. Oui, venez nous rencontrer sur le stand Ecofito dans le hall L à 14h. Là, il y a d'ailleurs un accueil café avec échange avec les ingénieurs réseau des fermes défis. Café gourmand, pardon. Café gourmand. Aujourd'hui, le thématique, c'est la biodiversité. Voilà, les services écosystémiques au service du plan Ecofito. Un joli sujet. Merci beaucoup, Frédéric.